Internet, tu es puni. Non, parce que je me trouve bien indulgent d'avoir supporté les quelques conneries que tu as faites dernièrement. Hein. Je t'ai supporté pour tes conneries avec Paris Hilton, je t'ai supporté pour le Gangnam Style, je t'ai supporté pour la Rule 34, je t'ai supporté sur cette putain de robe. Sérieux, qu'est-ce que tu foutais pour avoir autant peu d'intérêt pour te focaliser sur une putain de robe et de sa putain de couleur pour savoir si elle est dorée ou bleue, alors que c'est évident qu'elle est verte kaki. Mais là, non! Tu as fait ton caca boudin, tout ça parce qu'un personnage de bande dessinée a changé de couleur de peau pour un putain de film, et tu as décidé que le film allait être tout pourri, tu l'as harcelé pendant des années jusqu'à faire chier tout le monde, même les producteurs et les réalisateurs qui ont été totalement désespérés. Donc cette fois, non, tu es allé trop loin Internet. Cette fois, tu es puni. Et cette fois, je vais te faire subir un truc que tu détestes mais que tu mérites d'avoir. Une critique objective. Les 4 Fantastiques est une bande dessinée Marvel qui a eu une sacrée poisse en termes d'adaptation. Outre leurs séries d'animation qui sont d'une qualité bancale, leur carrière cinématographique est une véritable blague. Le premier projet a commencé dans les années 80 où Stan Lee et la compagnie Marvel voulaient un petit peu expérimenter les adaptations au cinéma après avoir tenté les adaptations à la télévision pour un résultat assez catastrophique. Ce qui est marrant vu que maintenant leur meilleur produit est une série télé. Oh et ouais, un film Howard the Duck produit par George Lucas, mais je crois qu'ils préfèrent ne pas en parler en fait. Ils ont donc voulu commencer avec les 4 Fantastiques et ont confié les droits à la compagnie Constantine Film qui devait maintenant faire un film de super-héros. 6 ans plus tard, les mecs n'avaient toujours rien fait avec cette licence. Et ils se sont vite rendus compte que leur contrat stipulait qu'ils avaient 7 ans pour faire un film 4 Fantastiques, sinon Marvel récupérait les droits. Et donc ils ne pourraient plus faire de film 4 Fantastiques après ça. Alors le patron de Constantine Film, l'allemand Bernd Eichinger, a dû se dépêcher de lancer un projet de film à petit budget réalisé par Roger Corman. Roi des séries B et des films réalisés avec l'attention artistique et la rapidité d'un quick. Alors ils firent le premier film 4 Fantastiques, un film qui n'était même pas censé sortir. C'est un film qui a été réalisé en sous-marin dans un seul but, conserver les droits pendant quelques années de plus. Plus tard, Eichinger se confia sur les raisons de la production de ce film et dit, je cite, « Ah mais non, j'avais dit que ça devait être pour une grosse film !» Il a fallu attendre l'intervention d'un pirate informatique, près de 10 ans après, pour que l'on puisse voir ce fameux film. Le film est à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre d'un film qui n'avait pas du tout l'intention d'être divertissant pour ne serait-ce qu'un seul spectateur. Les acteurs sont mauvais et cabotinent à donf, les effets spéciaux ont 50 ans de retard, pour les années 90... Faites le calcul. Et l'histoire était totalement bâclée. Et je ne parle pas de la réalisation qui... à la réalisation d'une série B. Mais bon, ce film existait uniquement pour que Constantine Film puisse garder les droits des 4 Fantastiques et ce fut chose faite. Alors du coup, 12 ans après, ils ont pu faire un autre film 4 Fantastiques, produit par la 20th Century Fox et réalisé par Tim Story. Ce film 4 Fantastiques fut un énorme succès, principalement grâce à la vague naissante des films de super-héros lancés par X-Men, Blade et Spider-Man. Et il a même eu droit à une suite 2 ans plus tard, les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent. Et ces deux films, sortis en salle, eux donc avec une véritable intention de plaire à un certain public, a surpris tout le monde dans les temps 1000 fois pire que le film de Roger Corman. Putain de merde que ces deux films étaient atroces. Je n'ai rien contre Jessica Alba, la cible numéro 1 des fanboys qui détestent ce film. Je pense sincèrement que c'est une bonne actrice qui peut faire un très bon boulot si on la dirige un minimum bien. En tout cas, si on la fait jouer autre chose qu'une bimbo là juste pour faire border les gamins de 12 ans. Je vais même jusqu'à dire le casting du film lui-même était plutôt pas mal, mais putain quelle merde ce film. Voilà ce qui se passe quand vous confiez un film de super-héros au réalisateur de Taxi. Le remake américain de Taxi. Dites ce que vous voulez du film de Roger Corman qui était en effet tout pourri. Au moins il était drôle dans sa nullité. Et au moins dans ce film, les 4 Fantastiques foutent autre chose que de glander comme des cons comme s'ils étaient dans un épisode de Friends. Quoique j'exagère. Friends avait plus d'action que ça.
et étaient plus drôles. À une époque où les films de super-héros faisaient un petit peu tout et n'importe quoi pour qu'on les prenne au sérieux, auprès des spectateurs lambda qui voyaient ça comme juste un truc beaucoup trop ringard pour être apprécié, genre Batman et Robin, ce film-là ridiculise le concept et ses personnages à un point jamais atteint. Même Batman et Robin est plus sérieux que ça. Vu qu'en effet, dans ce film, nos super-héros ne sont que des petits cons égoïstes et glandeurs qui se bougent leur cul de leur chaise pour faire quelque chose de super-héroïque, qu'après 1h30 de vie de narratif, et seulement après que quelqu'un ait tenté de les tuer. C'est l'un des pires films de super-héros jamais réalisés. Et je ne sais pas par quelle anomalie cosmique la suite a réussi à être pire. Dans ce film-là, nos héros atteignent le niveau de trou du cul ultime en préférant se focaliser sur leurs affaires de mariage, sur leurs projets de famille, sur leurs pouvoirs qui déconnent, sur un putain de bouton qu'ils ont sur le front, plutôt que de se focaliser sur le putain de nuage cosmique qui s'apprête à bouffer la planète. Ça, plus le fait que le casting, pourtant bon, joue extrêmement mal tant ils sont saoulés par toute cette situation de merde, particulièrement Jessica Alba qui devait jouer un personnage de femme forte et intelligente et qui se retrouve à jouer une énième bimbo comme elle a l'habitude de faire parce que les producteurs savent pas faire quoi que ce soit avec elle à part la foutre à poil. Merci Oni d'avoir atomisé ma carrière et ma dignité en tant que femme. Putain de merde, vivement Alert Spoiler saison 3 que je puisse disséquer ces deux bouses. Bon, enfin, après les résultats assez décevants au box-office de cette deuxième purge, la Fox a préféré mettre de côté les 4 Fantastiques pour se focaliser sur les X-Men, tandis que quand sortait une film, on commençait à pencher sur un projet de reboot. Après le succès de Batman, Superman et Judge Dredd. Et ouais, Amazing Spider-Man, ouais. Sauf que cette fois, ce projet de film est parti d'une idée assez révolutionnaire pour qu'on sorte une film. Vouloir faire un bon film! Déjà en prenant à la réalisation le jeune Josh Trank, un mec qui n'a qu'un seul film dans son CV, à savoir l'excellent Chronicles, et qui pourtant a un meilleur CV que Team Story alors qu'il a au moins une douzaine de films, lui. Et histoire d'être bien guidés dans leur démarche, ils ont fait appel à Matthew Vaughn, le réalisateur de Kick-Ass, X-Men Days of Future Past et de dernièrement Kingsman, en tant que producteur pour qu'il puisse leur expliquer comment faire un film de super-héros qui ne sodomise pas notre santé mentale toutes les minutes. Et juste pour être sûr que le film soit bon, ils ont pris le scénariste Simon Kinbergman, producteur, scénariste au CV avec du bon comme du mauvais, et qui ressort tout juste de l'écriture de l'excellent X-Men Days of Future Past, ainsi que de quelques épisodes sympathiques de Star Wars Rebels, ainsi que de la production de l'excellent Chappie. Chose assez marrante, il devait écrire les 4 Fantastiques de Team Story. Et bizarrement, Wikipédia indique qu'il n'est plus crédité. Et le casting qu'ils ont pris est quasi parfait. Que des super acteurs. Le fraîchement oscarisé Miles Teller pour Mr. Fantastic, l'excellente Kate Mara qui était excellente dans House of Cards pour La Femme Invisible, Michael B. Jordan qui avait déjà joué pour Josh Trank dans Chronicles dans le rôle de la Torche Humaine, on y vient, et un super acteur expérimenté en performance capture, donc parfait pour jouer la chose en image de synthèse, à savoir Jamie Bell, qui a confirmé son talent dans l'excellent Billy Elliot, et qui a prouvé qu'il pouvait rendre la vision d'un film de merde supportable rien qu'avec son interprétation dans le Jumper. Et dans le rôle du Dr Doom, Toby Kebbell, qui avait déjà joué un excellent méchant dans le dernier film Les Planètes des Singes. Aucune raison de craindre une bouse en somme. Aucune. Donc, que valent les Fans 4 sticks? Non, sérieux, c'est ça le titre. Font 4 sticks. Ouais. On est en 2015, les mecs. C'est un peu con et ringard, votre truc. Mais bon, c'est qu'un titre, passons. Le film raconte l'histoire du John Reed Richards, un petit génie qui est enrôlé par le Dr Storm dans un projet scientifique de grande envergure. La fabrication d'un téléporteur qui nous permettrait d'aller dans un autre monde. Décidé à faire le voyage à la place des militaires qui ont financé le projet, il embarque avec lui son meilleur ami Ben Grimm, ainsi que les enfants du Dr Storm, Johnny et Suzanne, ainsi que son confrère Victor. Une fois la machine au point, les jeunes adultes font le voyage et reviennent avec quelques effets secondaires. Reed devient totalement élastique, pouvant rallonger ses bras à une distance incroyable. Suzanne peut devenir invisible et générer des champs de force. Johnny peut enflammer son corps sans aucun danger et balancer des boules de feu. Et Ben devient une créature titanesque faite de pierre à la force extraordinaire. Tandis que Victor devient un messager de la mort, avec des pouvoirs terrifiants, prêts à détruire la Terre. Pour être honnête, j'avais peur que le film soit vraiment mauvais. Mais pas selon les critères vraiment stupides que les fanboys ont balancés depuis des années, non. De toute façon, j'atomiserai tous leurs arguments débiles dans quelques instants. J'avais peur que le film se retrouve avec le syndrome Amazing Spider-Man, à savoir un film qui essaye d'être sombre, mais qui ne peut pas être complètement sombre à cause de son concept qui est beaucoup trop kitsch. Ou que le film se retrouve avec le syndrome remake Robocop, qui a été tellement critiqué dès le début de sa production, qu'il a été totalement découragé et a perdu toute passion pour au final faire un film qui est juste
bof. Au final, le film était très bon. Jusqu'à l'acte 3. Non, parce que pendant les 2 premiers actes du film, l'écriture est vraiment exemplaire. Ils arrivent sans problème, grâce à l'interprétation, à l'écriture et à la mise en scène, à rendre leur personnage et l'univers du film vivant. Le développement est vraiment super et ce que j'ai remarqué c'est qu'ils essayent pas vraiment de rendre le film plus dramatique ou plus dark ou quoi que ce soit. Non, ils essayent juste d'apporter une réalité dépourvue de clichés ou de kitsch. Ce qui est une excellente approche, digne de Bryan Singer d'ailleurs, permettant d'amener un film en équilibre avec le drame des X-Men, le dark pessimiste des films DC Comics et le fun et l'attachant des films Marvel Studios. Et ça marche! Ça donne même une leçon de développement de personnages et d'écriture de personnages au film de Team Story. Là, les personnages ne se décrivent pas eux-mêmes pour être réduits à des putains de stéréotypes, non. Là, ils agissent selon ce que leur personnage est censé être et ainsi donnent vie à leur personnage. Leurs actions, leurs comportements, leurs dialogues décrivent 1000 fois mieux leur personnage que n'importe quelle autodescription. Reed Richards par exemple, on le montre pour la première fois la tête collée dans son cahier, qui parle au premier degré et sans hésitation de ses inventions révolutionnaires pour se faire gronder par probablement le pire prof du monde. Oh mon dieu, tu as inventé la téléportation! Tu es recalé! C'est pas de la science, ça, c'est de la magie! T'as pas l'air d'être prof de science, toi, hein? Tu serais pas prof de Corse, en fait? Oh, et ouais, c'est le mec qui fait la voix de Homer Simpson en VO, mais bon, passons. Et petit détail qui frôle le génie, on voit qu'il a des petites cicatrices sur le visage, montrant qu'il a déjà eu droit à sa correction pour être un intello, comme toujours à l'école. Et pourtant, il continue à parler fièrement de ses inventions. Avec ces petits détails et cette façon de se comporter, ils ont parfaitement résumé sa passion, sa détermination et son refus de laisser le monde lui imposer des limites. C'est juste dingue cette efficacité narrative. Johnny, lui, est introduit par une scène où il fait une petite course avec un bolide qu'il a lui-même bricolé, mais qui pousse son bolide tellement loin qu'il finit par faire exploser son moteur. Encore une fois, tout est dit. C'est littéralement un crameur qui a besoin de se contrôler pour pouvoir dépasser ses limites et aller encore plus loin. Susan est une femme très intelligente, mais qui semble assez détachée du reste du monde. Elle semble même complètement désintéressée de son entourage. Ce qui est renforcé par le fait qu'elle se coupe du monde en mettant ses écouteurs. Ce qui est 1000 fois plus intéressant que la bimbo à qui on a filé des lunettes juste pour qu'elle fasse plus intello. Mais mon préféré, c'est de loin Ben Grimm. Au début, tu le vois comme un gros bras, mais ayant quand même un petit regard curieux quand il regarde les travaux de Reed Richards. Rien que là, tu comprends qu'il est fasciné par les idées de celui qui sera son meilleur ami, même s'il comprend absolument rien. Et après ça, tu le vois se faire battre par son grand frère qui préfère le voir travailler au garage plutôt que de faire des trucs inutiles genre ses devoirs et aller à l'école. Rien que là, on décrit parfaitement le fait que le mec ne veut pas être une brute, même si son environnement et sa condition de vie fera en sorte qu'il sera quand même une brute. Alors autant assumer et utiliser notre brutalité pour aider quelqu'un d'autre à accomplir quelque chose de grand. Même Victor est très bien développé, il est montré comme une sorte d'ermite moderne. Ah non, laisse tomber Michael J, je me déguiserai pas en Dr Doom pour ta critique là, il fait trop chaud là. Putain, avec sa cagoule là et son masque en acier de merde là, je vais suer comme un porc dedans. Alors pourquoi il fait encore chaud? On est en septembre, putain! Enfin oui, c'est ça, c'est un ermite moderne, un mec isolé dans son informatique et sa vision du monde. Un mec qui fait face à la frustration de voir ses objectifs lui passer entre les doigts juste parce qu'il n'a pas agi. Et qui montre un certain dégoût pour le gouvernement et toute forme d'autorité, et qui se croit supérieur à tout le monde parce que lui, il a compris que l'humanité s'autodétruit. Bref, un mec avec une vision du monde assez banale, comme on peut en croiser dans la rue tous les jours et tout, mais que si on lui confie des super pouvoirs, ce serait vraiment la merde. Le seul véritable problème avec le personnage de Victor, c'est que... Ok. Avant que le film sorte, il y avait eu quelques rumeurs comme quoi ils allaient changer le nom de Victor Von Doom. Avec un truc genre Victor Von Verias, quelque chose qui sonne un petit peu étranger, je sais plus exactement quoi, mais voilà. Mais apparemment, ils ont changé d'avis. Probablement parce que les fanboys s'en sont plaints. Et ils auraient pas dû changer d'avis parce que... Victor Von Doom! Je veux dire, votre film 4 Fantastiques, il est censé être un minimum réaliste. Victor Von Doom est un nom beaucoup trop kitsch. Tu peux toujours lui donner le pseudonyme Dr Doom, mais lui donner littéralement le nom de famille Doom? Non! Ça passe pas!
C'est un nom de famille digne de Hugo Rig ou de Speed Racer. Ça marche dans un univers de dessin animé, mais pas là. Mais ce n'est pas seulement les personnages qui sont très bien écrits. Leur alchimie aussi fonctionne bien. Même avec Victor, j'avale sans problème le fait qu'il s'entend très bien avec le reste du groupe. C'est quand même mieux que le méchant de soap opéra du précédent film, quoi. Là, c'est un mec intelligent et rebelle qui n'est pas insociable du tout. Il dose aussi assez bien l'humour. Ils te font pas des trucs à la con, genre Mister Fantastic qui utilise ses pouvoirs pour aller prendre du PQ, ou Johnny qui fait un gag à peine comme s'il avait 10 ans. Non, là, ils se vannent, ils font des petits trucs maladroits quand ils ont du mal à suivre, des petits trucs amusants qui renforcent l'attachement pour ces personnages et les rend encore plus vivants qu'ils ne le sont déjà. Le film rigole avec ces personnages. Pas de ces personnages comme dans les films de Team Story. Et leur progression aussi est très bien foutue. Durant le film, nos héros passent de l'enfance, où ils commencent à construire leurs rêves, à l'adolescence, où l'opportunité de concrétiser leurs rêves se présente enfin, à l'âge adulte, où on essaye d'exploiter leurs rêves pour essayer de les faire rentrer dans une case. Ce que nos héros refusent et mèneront un combat pour ne pas rentrer dans des cases. Et le pire, c'est qu'on te prépare cette thématique discrètement dès la première scène avec Red Richards. Avec la scène du « Quel métier feriez-vous quand vous serez grand ?» Encore une fois, excellente narration. Victor devient le criminel dangereux qu'on lui reproche d'être depuis des années. Ben rentre dans sa case grosse brute, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Johnny devient dépendant de la place qu'il s'est enfin trouvée. Suzanne aide le gouvernement à arrêter Reed. Reed qui justement essaye d'échapper à cette case pour garder la liberté d'être qui il est. Et qui guidera le reste des 4 Fantastiques dans cette voie. Et au milieu, tu as le Dr Storm, l'ancienne génération qui dit à la nouvelle « Ne faites pas les mêmes erreurs que nous ». Ouais, les films 4 Fantastiques se sont bien améliorés depuis le temps. Maintenant, ils ont carrément un message. Laisse s'exprimer ce qui te rend exceptionnel. Très bon message en plus de ça. Et là, débarque l'écriteau 1 an plus tard. Et c'est là que le film te largue complètement. C'est un petit peu comme Captain America First Avenger si vous voulez. Les 2 premiers actes, excellents. Dès que le Captain America est devenu enfin un vrai super-héros, tu as tendance à en avoir plus rien à foutre. Mais là, c'est encore pire que dans Captain America parce que là, en plus, c'est bâclé et c'est accéléré, quoi. Et c'est con parce que les bonnes idées sont toujours là, quoi. Bref. 1 an plus tard, Reed s'est échappé et est devenu un fugitif. Tandis que les militaires utilisent les 3... Fantastique pour en faire des armes de combat, à commencer avec Ben allant avec son développement de personnage que j'ai déjà expliqué. Et c'est là que débarque le Dr Doom qui est génial. Vous avez vu Elfed Lied? Ouais, vous vous souvenez de la première scène du premier épisode? Bah Dr Doom il te fait pareil avec une nana à poil en moins. Ouais, je sais, c'est trop cool. J'aime même son design, ils ont fait une espèce d'hybride entre Dark Vador et l'Empereur qui est franchement, pas mal du tout. Et c'est d'ailleurs ce qui est censé être le personnage, hein, donc pas de quoi se plaindre. Et c'est dommage que cette partie soit si bâclée parce que t'as vraiment l'impression que ça part en couille à partir de là. En particulier lors du climax qui n'est pas un si bon climax que ça en plus de ça. Et le pire c'est que toute cette partie a bel et bien été raccourcie au vu de toutes les scènes inédites qu'on peut voir dans les bandes annonces. Donc ouais, le film qui est à 80% du développement de personnages, bah, manque de développement dans sa fin. Si ça, c'est pas un comble. Et j'en viens à un autre problème qui n'est concrètement pas vraiment un problème, mais moi, ça m'a pas du tout gêné, mais je peux imaginer que ça puisse faire chier certaines personnes, surtout les gens qui viennent voir un blockbuster de super-héroïque, mais bon, voilà. Il n'y a pas de scène d'action dans ce film. Ouais, je trouvais bizarre que les bandes annonces ne montraient pas vraiment de money shot, de scènes vraiment excitantes. Et maintenant, je comprends pourquoi ils en ont pas mis. Parce qu'il n'y avait pas de scène d'action. Sérieux, enlève le climax avec le Dr Doom et t'as rien niveau action dans ce film. Hey, la séquence finale avec Dr Doom, elle fait même pas 5 minutes en plus de ça. Tu as littéralement un film de super-héros avec moins d'action qu'Incassable. Personnellement, ça ne m'a pas gêné parce que, justement, à une époque où les blockbusters ont tendance à manquer de développement, de mise en place d'univers et d'atmosphère, je trouve ça plutôt cool qu'ils aient fait un film entièrement consacré à ça. Surtout comparé au dernier Marvel qui manque cruellement de développement, quoi. Ça fait plaisir de voir un film de super-héros qui prend le risque d'avoir qu'une seule scène d'action à sa toute fin, pour se concentrer sur le plus important dans un film de ce genre, à savoir les personnages. Et la partie personnage est justement tellement bien écrite et bien réalisée, que j'aurais aimé un film entier là-dessus. Et puis je suis du genre à voir un film pour ce qu'il est, alors du coup j'ai accepté sans problème ce que le film est réellement, à savoir pas un film de super-héros, mais un film de SF bien écrit avec de chouettes personnages. De la même manière que j'ai aimé le Hulk d'Ang Lee, quoi. Mais justement, comme le film d'Ang Lee, le film il te promet un film de super-héros, pas un film de SF proche de la mouche.
mais sans Jeff Goldblum, donc du coup c'est moins dégoûtant. D'ailleurs je l'invente pas celle-là, hein. Josh Trank a admis que les films de Cronenberg étaient une de ses inspirations pour ce film. Même les super pouvoirs durant le troisième acte ne sont pas si bien utilisés que ça en fait. Ils sont vraiment utilisés de façon basique. La seule utilisation un petit peu originale et vraiment bien foutue, c'était Reed qui utilise son élasticité pour changer de visage. Là j'avoue que c'était plutôt bien fait et bien trouvé. Et puis hey, je préfère les voir économiser leurs pouvoirs plutôt que les utiliser pour se cuire du popcorn quoi. Et je suis pratiquement sûr que c'est à cause du manque d'action que le troisième acte est aussi bâclé. Parce que les producteurs se sont rendus compte que l'action avait beaucoup trop tardé. Du coup ils ont fait chier Josh Trank pour qu'il bâcle toute une partie où le développement de personnage aurait été encore plus intéressant que durant le reste du film, amener l'évolution du truc de façon beaucoup plus fluide et intelligente que un an plus tard, genre en faisant un montage sur leur évolution, sur les missions de Ben, sur la torche humaine qui apprend à contrôler ses pouvoirs, etc. Reed faire face aux conséquences de son arrogance, se construire sa combinaison, et même faire la séquence un petit peu thriller où Reed parle à Dr Doom allongé sur une table comme on ne pouvait le voir dans la première bande-annonce. Ce qui fait qu'au final, le film se sent plus comme un épisode pilote d'une série télé 4 Fantastiques qu'un film. Un bon épisode pilote d'une bonne série 4 Fantastiques, mais voilà, c'est con parce que comme je l'ai dit, le film était très bon jusque-là. Ça me déçoit particulièrement parce que j'aurais voulu que ce film soit une telle tuerie qu'il fasse taire les fanboys avec leurs critiques stupides avec lesquelles ils nous font chier depuis des années. À savoir, avant même que le film ne soit tourné. Oh la vache, qu'est-ce qu'ils nous ont cassé les couilles ces cons de fanboys. Quand j'ai su que le film était en route avec toute cette équipe et tout, j'étais plutôt confiant. C'était pas le film que j'attendais le plus au monde, mais j'avais hâte de voir ce que ça allait donner. Mais plus je lisais les conneries que disaient les fanboys sur toutes les décisions artistiques du film, plus j'avais envie que le film soit une véritable tuerie juste pour qu'ils se taisent une bonne fois pour toutes et pour qu'ils comprennent on s'en cogne. Comme je l'ai fait remarquer dans mes différentes vidéos, je déteste tous ces petits cons de fanboys qui se plaignent du moindre changement nécessaire dans une adaptation au cinéma et qui oublient totalement de juger un film sur des trucs qui importent vraiment, genre le scénario, la réalisation, le talent des acteurs, pour se focaliser sur des conneries dont toute personne normale se fout royalement à base de mais la torche humaine elle est pas censée être black. On dit Hang et pas Hank. On voit pas Bull et Fleur en train de tomber amoureux et préparer leur mariage. Le Seigneur des Anneaux les deux tours c'est nul parce qu'il y a des elfes au gouffre de Helm. Ils ont remplacé le design pourri d'Apocalypse pour un design qui n'est pas pourri du tout, c'est trop nul. Je veux que le film soit aussi chieux que la BD d'origine. Fermez vos gueule! Vous ne savez pas comment marche un film, donc taisez-vous! On s'en fout de tout ça! Ce qui compte, c'est comment ça marche dans le film lui-même! Allez voir cette vidéo pour comprendre comment marche une putain d'adaptation au cinéma. Mais si vous voulez jouer au con, ok! Jouons! Je vais prendre chacun de vos arguments complètement débiles et les démolir une bonne fois pour toutes dans cette putain de vidéo! Oh, c'est trop différent de la bande dessinée, là ils sont jeunes alors qu'ils sont censés avoir 30 ou 40 ans, et en plus ils sont pas cosmonautes! Figurez-vous que si ils ont été fidèles sur ce coup-là, ils ont été fidèles à la version Ultimate des 4 Fantastiques, où nos héros sont des ados et fabriquent un téléporteur vers un autre monde, et ne travaillent pas sur un phénomène cosmique qui leur demande d'aller dans l'espace pour pouvoir l'étudier. Donc ils ont été fidèles sur ce coup-là, juste pas la version que vous vouliez qu'il soit fidèle. Ouais, mais la version Ultimate c'était nul, hein, tout est à chier dans la version Ultimate. Ah, donc Nick Fury joué par Samuel L. Jackson, c'est tout pourri alors? Ben ouais, lui aussi il vient de la version Ultimate. C'est dans la version Ultimate que Nick Fury est devenu Black et inspiré de Samuel L. Jackson. Et admettons que la version Ultimate des 4 Fantastiques soit tout pourri. Ce que je veux bien admettre parce que moi, personnellement, en bande dessinée Ultimate, je me suis limité à Spider-Man. Les autres, ils ont pas réussi à m'intéresser. J'aime beaucoup cette version de Spider-Man d'ailleurs. Enfin, admettons que cette version soit en effet toute pourrie. N'est-ce pas une bonne raison de changer des trucs pour essayer de corriger ce qui rendait la précédente version toute pourrie? Non? Ouais, mais la torche humaine, elle est black, ça n'a pas de sens parce que sa sœur, elle est toujours blanche. Ok, le prochain qui répète cet argument à la con, je ne réponds plus de rien. Je le bute, je l'écrase 15 fois avec un semi-remorque, je balance ce qui reste de son cadavre dans l'eau, je fais en sorte qu'il coule bien au fond, et j'utilise le Necronomicon pour le ressusciter, pour qu'il puisse rester dans cet état de torture éternelle jusqu'à la fin des temps! Chaque fois que vous répétez cet argument de connard raciste, un bébé meurt du cancer.
avant d'exploser. Déjà, qu'est-ce qu'on s'en fout de la couleur de peau d'un personnage? Vous aimez bien Nick Fury black alors qu'il était blanc à l'origine. En quoi sa couleur de peau change sa qualité de jeu d'acteur, son charisme ou la qualité d'écriture de son personnage? Moi je sais en quoi ça change tout ça. Moi je sais. Oh, rien du tout! Et la partie qui disent que ce n'est pas logique parce que Suzanne est toujours blanche confirme une bonne fois pour toutes leur profonde stupidité parce que devinez quoi les enfants? C'est tout à fait possible d'avoir des frères ou des sœurs d'une même famille qui sont pourtant de différentes ethnies. Et je sais de quoi je parle parce que j'en ai même dans ma famille. Non, sans déconner. J'ai 2 cousins qui sont frères de même parents. L'un a le profil européen et l'autre a le profil asiatique. Comme quoi? Donc, je vous mets un F en biologie. F comme fuck you! D'ailleurs, histoire de fermer la gueule de tous ces fanboys une bonne fois pour toutes, un dialogue confirme qu'en fait Suzanne a été adoptée. Information qui ne sert à rien parce que qu'elle soit adoptée ou pas, ça ne change absolument rien à leur relation. Mais qu'ils ont précisé quand même parce que vous faites chier! Sérieux, ce débat a atteint des niveaux de scandale absolument ridicules et n'a fait que prouver qu'une seule chose, qu'il y avait beaucoup de racistes parmi les fans des 4 Fantastiques. Parce qu'avec tout ça, ils ont oublié le plus important. On a un bon casting, qu'il soit blanc, noir, arabe, asiatique, on s'en branle du moment que les acteurs soient bons. Rentrez-vous ça une bonne fois pour toutes dans le crâne et ne reparlez plus jamais d'un changement d'ethnie d'un personnage qui n'existe même pas. Putain, ils m'ont rendu ma boule ces petits cons racistes. Et oui, c'est du racisme, hein. Je m'excuse, mais se plaindre d'un changement de couleur de peau comme si ça changeait quoi que ce soit, c'est du simple racisme. Et de toute façon, il y a un fait indéniable qui rend toutes ces critiques caduques. C'est impossible de faire pire que les films de Team Story. Arrêtez un petit peu de vous plaindre qu'on ait massacré les 4 Fantastiques. Je m'excuse, mais une torche humaine black est 1000 fois plus insignifiant en termes de nullité que des 4 Fantastiques glandeurs, superficiels et faisant des gags pas drôles. Et une femme invisible réduite au stade de bimbo qui insulte les femmes à chaque discussion. On a un film qui a compris les erreurs du précédent film, qui les a corrigées et qui a amené le concept d'une bien meilleure façon. Et qui, contrairement à Amazing Spider-Man, ne fait jamais l'erreur de répéter ce qui a déjà été fait avant. On a un film qui a compris l'erreur des précédents films et qui a fait l'effort de ne pas les répéter. Et vous dites qu'il n'aurait pas dû faire cet effort. Non mais, après, vous étonnez pas que les producteurs se contentent de faire des films de merde, hein. C'est le truc qui m'énerve le plus dans cette situation parce que les fanboys ont le pouvoir maintenant. En faisant de la pression médiatique via les réseaux sociaux, ils peuvent influencer sur le résultat final d'un film. Ils peuvent démontrer ce qu'un film doit faire pour être meilleur et ce que les producteurs ne doivent absolument pas faire pour que le film ne soit pas raté. Et vous utilisez ce pouvoir juste pour interdire un changement d'ethnie sur un personnage qui était blanc jusque-là. Non mais sérieux, comment vous faites pour ne pas ressortir de la honte? Parce que oui, si les producteurs ont foutu la merde en bâclant totalement le 3e acte et en envoyant chier le réalisateur qui est maintenant tellement dégoûté qu'il a décidé de plus jamais faire de film de super-héros, dommage, et admis même pas une semaine après la sortie du film que le truc était un véritable désastre, un petit peu exagéré parce que le film garde quand même une qualité des plus convenables, c'est uniquement parce que les fanboys se sont plaints. Non, parce qu'au début, la Fox voulait vraiment faire un bon film, et j'en suis sûr parce que jusque-là, ils ont permis à pas mal de réalisateurs talentueux de faire d'excellents films, que ce soit La Planète des Singes ou X-Men, ou même Kingsman, des projets osés mais en accord avec les intentions artistiques de leur réalisateur. Mais pour les 4 Fantastiques, comme les fanboys ont décrété que le film allait être tout pourri, même pas une semaine avant que le tournage ne commence, et bien forcément les mecs ils ont perdu confiance en ce projet, et donc ils ont voulu le reformater, essayer de l'améliorer, réduire le budget pour essayer de limiter les pertes en termes d'argent, amenant à des effets spéciaux un petit peu ratés, comme par exemple les bras qui s'allongent de Mister Fantastic qui sont en effet pas super bien. Bref, tout ce qui arrive quand un producteur qui ne sait pas comment on fait un bon film décide d'améliorer le film par lui-même. Josh Trank a principalement reproché le massacre du film à la Fox, ce qui est un petit peu vrai, oui, c'est parce qu'ils auraient dû faire preuve de plus de confiance que ça et envoyer chier tous ces fanboys parce que de toute façon, dès qu'on intègre des fanboys dans des décisions artistiques, ils ne sont jamais satisfaits. Pas vrai, BioWare? Mais la cause principale de ce massacre est la stupidité des fanboys en fait. Parce qu'ils ont décrété qu'un film devenait automatiquement
systématiquement mauvais dès qu'un film faisait ce que tout reboot, remake ou adaptation devait faire, à savoir une innovation, du renouveau. Même les critiques en général détruisent le film tout simplement parce que ce n'est pas un film Marvel Studios. Aussi bien dans le fond, parce qu'ils se plaignent des producteurs véreux qui continuent à garder les droits des trucs Marvel, alors que cette fois ils avaient une vraie intention artistique avec ce film, ou dans la forme, à savoir le fait qu'ils ne cherchent pas à créer d'univers comme le fait si bien Marvel Studios, ou le fait que le film est moins coloré et moins drôle que les autres films Marvel Studios. Et je suis pas d'accord, hein, je m'excuse, mais il était plutôt drôle comme film. Il était pas hilarant, mais voilà, il y avait quelques vannes sympas. Mais perso, je ne vois pas l'intérêt de forcer toutes les licences Marvel à entrer dans le moule Marvel Studios. En fait, la situation actuelle avec X-Men et les 4 Fantastiques chez la Fox, les autres trucs Marvel chez Marvel, et DC Comics qui font leurs trucs de leur côté, ça me suffit, moi, comme situation. Ça apporte suffisamment de variété entre les 3 différents studios pour donner un peu plus d'intérêt aux différentes licences de super-héros. Pourquoi faire en sorte que tous les super-héros sont dans le même style, quoi? Mais après, allez-y! Continuez à vous gâcher le plaisir d'un film bien écrit, bien interprété et bien réalisé pour combler votre obsession puérile et obscène sur la prononciation d'un nom, le physique d'un personnage, ou quoi que ce soit qui a toujours été de l'ordre de l'imaginaire et que franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout si on les change? Surtout qu'à force de chipoter sur tous ces petits changements, vous n'avez pas vu à quel point l'ensemble était fidèle à la bande dessinée d'origine. Ils ont respecté la dynamique familiale, ils ont respecté les personnages et leurs personnalités, même celle de Dr. Doom, pour dire, ils ont respecté l'aspect geek, exploration et science-fiction, et surtout, ils se sont concentrés sur la plus grande qualité de ces licences-là, les personnages. On n'a pas eu droit à un film de super-héros, mais on a eu droit à un film sur les 4 Fantastiques. Et un bon en plus de ça, ce qui est quand même pas mal comparé à ce qu'on a eu avant. Moi, en attendant, j'ai apprécié un film imparfait, mais plaisant à voir. Je sais pas si la Fox et Trunk vont finalement faire une suite à ce film, parce que au vu du bâchage qui se prend et des résultats au box-office, c'est mal parti. Mais bon, voilà, je trouve intéressant de faire des suites à ce film. Ils ont bien fait une suite à la précédente Boost, donc pourquoi pas à celle-là? Parce qu'honnêtement, l'équipe est sympa, j'ai hâte de voir comment ils vont tourner le concept dans les prochains films, à savoir comment ils vont amener les costumes coordonnés, ou comment ils vont amener la prochaine menace. J'ai hâte de voir quelles histoires ils vont amener dans ce qui est grosso modo la version super-héroïque de Strange. Et j'espère qu'ils sauront corriger les quelques défauts de ce film-là pour enfin faire un film 4 Fantastiques parfait. Du moment qu'ils apprennent à envoyer chier les fanboys. Mais pour le moment, le meilleur film 4 Fantastiques, c'est Les Indestructibles. Mais bon, c'est un bon numéro 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à m'insulter parce que j'ai osé dire que les 4 Fantastiques étaient pas si mal que ça. Et rendez-vous dans la boîte magique de voxmaker.fr, lien dans la description, pour voir quelques séquences que j'ai dû supprimer de cet épisode de Parlons Cinéma. Principalement des moments où je critique les critiques de ceux qui détestent les 4 Fantastiques sans aucune bonne raison. Et si vous voulez soutenir l'amélioration et l'élaboration de mes vidéos et de celles de Voxmaker, vous pouvez aller dans l'espace Vox pour laisser un petit don dans le site directement, ou sur mon compte Tipeee, lien aussi dans la description, pour laisser un petit don que je saurai récompenser avec le choix d'une critique dans un bonus boîte magique ou avec un badge alert spoiler. Alors pourquoi il fait encore chaud? On est en septembre, putain! Je suis à poil, sous ma gel là-bas, j'ai encore chaud, bordel! Attends, j'en ai besoin encore, merde.